Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Allô, je m'appelle Sarah Normandin, je suis nutritionniste et conceptrice animatrice du balado Le Maudit Poids. Bienvenue à ce 7e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, on continue notre discussion avec nos invités sur le sujet de la grossophobie. On a parlé beaucoup dans le premier épisode de la grossophobie et de ses impacts, mais aujourd'hui, on va parler de comment être un bon allié, comment essayer de faire évoluer les choses pour finalement devenir une société plus inclusive. Re-bienvenue à nos invités, Michaël Bergeron, chroniqueur et auteur notamment de l'excellent livre La vie en gros, regard sur la société et le poids. Safietou Sakala, chargée de projet des communications saines sur le poids à l'Association pour la santé publique du Québec, et Marie-France Goyer, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maintenant qu'on comprend mieux les différentes manifestations de la grossophobie et ses conséquences négatives, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la façon d'y résister. Comment est-ce qu'on peut réussir à ne pas se laisser submerger par cette grossophobie ambiante, là? Grande question. Peut-être que je peux commencer. Ensuite, je vous laisserai continuer. Je pense que au niveau individuel, c'est sûr que c'est pas évident parce que déjà, comme on l'a dit, ça peut se manifester de plusieurs manières, mais si on n'est pas informé sur ces manifestations-là, on aura du mal à les reconnaître. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de s'informer, tout simplement, en écoutant par exemple ce balado. Et je pense qu'une fois que ça c'est fait, peut-être commencer une conversation si on peut avec notre entourage. C'est pas toujours évident non plus. Ça peut faire remonter beaucoup de choses. Mais si jamais on se sent capable de le faire, pourquoi pas? Ça serait vraiment au niveau individuel. Mais je pense qu'au niveau de la société, ce sont vraiment des personnes qui sont en position de décision, les décideurs et les décideuses, qui doivent vraiment s'assurer que nos milieux de vie permettent à tout un chacun d'être épanoui. Et on vient de le mentionner. Et puis ces milieux de vie là, c'est autant l'école que le travail, que l'hôpital même, que ta maison. Donc, toutes ces notions-là sont vraiment très, très importantes à comprendre. Et puis, c'est vraiment, je pense que là, à ce niveau-là, qu'on peut avoir le plus grand impact. Bien sûr, les médias aussi ont un grand rôle à jouer là-dedans. On sait très bien que les représentations médiatiques des personnes grosses ne sont pas toujours positives. On commence à avoir un peu de changement, mais il faudrait que la cadence s'accélère. Il faudrait vraiment qu'on ait des représentations réelles, en fait, tout simplement. Parfois, c'est juste même ça. Montrons un peu le réel. Complètement. En tout cas, je dirais, ne suffit pas de juste s'aimer. Il faut s'aimer dans la vie, c'est correct, là, mais ça peut pas être juste ça. T'sais, la réponse ne peut pas être juste ça. Puis j'ai en tête, entre autres, une psychologue que je consultais, puis sa réponse revenait toujours à ça. Je suis comme, mais là, m'en donné, ça peut pas être juste ça, tu sais. Bon, faut que la société s'y mette aussi un peu, là, quand même. Mais, tu sais, après ça, je vais dire refuser, mais je le dis quand même en tenant compte que c'est selon nos capacités, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre compte de notre propre réalité. Puis, je sais très bien que l'énergie, par exemple, d'une mère monoparentale ne pourra pas être la même qu'un jeune de 20 ans qui est aux études, mettons, tu sais, puis qui n'a pas de problème d'argent, qui a pas, bon. Faut quand même respecter ses propres capacités, là. Mais je pense quand même refuser, justement, à la mesure qu'on peut refuser les injustices, refuser de se faire traiter comme de la merde, refuser les discours, puis tu sais, refuser, ça veut pas nécessairement dire d'aller dans la rue le poing en l'air, là, mais c'est juste quand même de questionner, de donner son point de vue, de le dire quand on est inconfortable, de le dire qu'on n'est pas d'accord, ou de le dire qu'on a l'impression qu'on est traité de manière irrespectueuse. Puis ça, c'est déjà en tant que personne grosse, puis si vous êtes une personne qui est beaucoup plus dans les normes sociales, comme allié, c'est aussi des fois d'intervenir quand vous entendez un discours de marde à côté de vous, même s'il n'y a pas de personnes grosses autour de vous. C'est juste, à un moment donné, vous entendez un discours de marde, des fausses informations, intervenez, dites-le. Puis, encore une fois, il y a des journées, ça ne nous tentera pas, on n'aura pas de l'énergie. Puis moi-même, des fois, dans un souper de famille, ça ne me tente pas de reprendre mon mononcle qui vient de lâcher un câble de marde. Mais je pense qu'il faut essayer de le faire quand, justement, selon nos capacités, notre énergie, puis tout. Puis quand on peut, je pense qu'il faut le faire. Ça contribue à ça, justement. J'ai toujours de la difficulté, moi, à répondre à cette question-là, comme si j'étais une personne qui identifie beaucoup de problèmes, mais très peu de solutions. C'est plus facile d'identifier les problèmes. C'est pour ça que je suis journaliste. Mais je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je crois, c'est m'entourer de modèles positifs. Tu sais, on parle beaucoup des réseaux sociaux puis des impacts négatifs des réseaux sociaux. Il y a aussi plein d'impacts positifs. Donc, tu sais, suivre
des pages qui sont justement dans le qui nous offrent des modèles plus diversifiés, personnes grosses, personnes racisées, personnes de LGBTQIA+, de participer aussi. Si je donne un exemple, il y a un groupe qui existe de Fat Squad, maintenant, je crois, le nom a changé, là, c'est pour ça, sur Facebook, qui est un groupe non mixte, donc de personnes grosses seulement, de femmes et personnes non-binaires grosses. C'est un groupe, donc, non mixte, où les gens se donnent beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'espace pour l'empowerment. Fait que ça aussi, je pense, donc, de s'entourer de modèles positifs, je pense que ça nous donne peut-être la clé pour ensuite aller plus loin, parce que c'est facile, effectivement, comme tu dis, de dire aux gens, faut s'aimer. Non, c'est pas aussi simple. Et même, tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est me défendre, me tenir debout pour moi-même, mais en même temps, pour en arriver là, il y a un travail qu'il faut faire avant. Sinon, on le fait pas parce qu'on est dans l'intériorisation de la grossophobie, comme tu disais, ça fait tout. Fait que je pense qu'il faut commencer quelque part, puis je pense que c'est un bon départ peut-être de s'entourer de modèles positifs, de s'exposer à la diversité davantage pour plus se sentir aussi exclu, aussi seul, etc. Non, mais c'est tellement important. Puis, je veux dire, je l'ai dit tantôt, là, ça fait depuis 12, 13 ans que j'écris sur le sujet, c'est pas plus. Et j'ai réalisé, il y a pas si longtemps que ça, que j'avais des amitiés qui passaient leur temps à me rabaisser, en fait, mais des amitiés qui remontaient à mon adolescence, tu sais. Puis, effectivement, bon, plus je vieillis, plus je me tiens finalement avec des gens qui sont conscientisés, qui ont des initiatives pour essayer justement de faire en sorte que je me sente bien. Mais je me rends compte que la majorité de ma vie, puis là, j'ai 41 ans, la majorité de ma vie, je me suis tenu avec des gens qui, sur cet enjeu-là, me tiraient beaucoup plus vers le bas que vers le haut, tu sais. Puis ça fait pas si longtemps que finalement, j'ai tassé quelques personnes de ma vie, puis je fais « OK, non, ça marche pas, tu sais, je peux pas passer mon temps tout le temps me taire sur cet enjeu-là, parce que sur tout le reste, ça va, mais effectivement, je pense que c'est important. Je veux dire, OK, faut s'entourer, tu sais, puis faut bien s'entourer, en fait. Puis je pense que c'est important. C'est un début super important parce qu'après ça, justement, il y a on se sent mieux, on perd moins d'énergie, notre santé mentale va mieux, c'est plus facile après ça de se tenir debout, on est soutenu, puis en tout cas, je pense que ça permet après ça, justement, de se tenir debout, puis après ça, même se tenir debout pour les autres après, puis en tout cas, bref, je pense que c'est une base que, je veux dire, moi-même, je l'ai oublié pendant tellement longtemps, tu sais, puis pourtant, je conscientisais là, pendant ce temps-là, en tout cas, bref. Mais il y a plein de choses qu'on oublie. Moi, on a tous nos angles morts. Hein? Oui, absolument. Puis moi, récemment, j'ai beau lire beaucoup sur la grossophobie, me questionner beaucoup. J'écoutais cette année la série Les Bombes, qui met de l'avant 4 personnes grosses. Là, je crois qu'elles ont d'ailleurs, les comédiennes, participé à l'écriture de la série. Et j'ai braillé à chaque épisode. Puis je me suis rendu compte que même en sachant à quel point c'est important la représentation, là, ça m'a permis de le ressentir à quel point c'était important, tu sais, parce que c'est rare, ces modèles-là. Et donc c'était pour revenir sur s'entourer, c'est ça, de modèles positifs, de se donner d'aller consommer, si on veut, entre guillemets, des artistes qui sont gros, qui sont grosses, des séries comme la série Les Bombes qui nous permettent justement de reprendre un peu de pouvoir, de se voir autrement que négativement, parce que c'est ça qu'on nous offre comme modèle en général, tu sais. Fait que, voilà. Moi, j'attends encore mon Superman gros. Il n'y a pas besoin d'être musclé. Oui, des modèles dans les émissions et les jouets pour enfants, ça aussi, c'est un autre sujet. On n'ouvrira pas la parenthèse. Il y a beaucoup de représentations à améliorer là-dedans aussi. Justement, tu sais, la lutte contre la grossophobie, c'est pas juste quelque chose qui est à faire par les personnes grosses. On peut aussi être des alliés en tant que personne mince. Quelqu'un qui veut justement soutenir la cause. Michael t'a donné un peu des exemples tantôt aussi de ton amie là, qui allait aussi voir comment elle pouvait trouver un endroit confortable pour s'asseoir. Il y a des émissions comme Les Bombes, justement, qui amènent une réflexion là-dessus. Mais comment vous pourriez proposer à des gens qui veulent soutenir cette cause-là puis aider à la cause de la grossophobie d'être des bons alliés ou d'être des meilleurs alliés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Mais moi aussi, j'ai certaines amies qui s'informent ou prennent le temps de regarder les photos quand on sort dans un nouvel endroit. Puis moi aussi, c'est quelque chose qui m'a permis de me sentir vraiment en confiance. Alors, merci Marie-Michel. mais voilà, je pense que c'est un des rôles qu'on peut jouer, d'essayer d'enlever un peu ce poids quotidien
des épaules, de nos proches qui sont gros, qui sont grosses. Puis vraiment faire cet examen de se questionner sur nos préjugés, sur notre vision de la beauté, de la santé, de la façon dont on se parle à soi-même et surtout quand on le fait publiquement avec d'autres personnes. Je pense que ça fait partie des clés là, de vraiment faire un examen de conscience, se regarder un peu de l'extérieur, voir quels comportements on a qui peuvent participer à cette grossophobie-là. On peut être un allié en disant des choses, mais aussi en ne disant pas certaines choses. Se taire peut parfois être un rôle d'allié très important. Absolument. Oui, puis je pense, faire une espèce d'auto-examen de, OK, d'où viennent les valeurs que j'ai en moi? D'où vient ma perception de la beauté? D'où vient ma perception de ce qu'est une bonne ou une mauvaise personne? Je pense que c'est important de se poser ces questions-là parce qu'en fait, tout ça, c'est des constructions sociales puis ça vient pas de nulle part. Là. Je veux dire, quelqu'un qui grandit dans le jungle n'aura pas les mêmes valeurs que quelqu'un qui grandit au Québec ou au Japon. Là, t'sais. Donc, je pense que c'est bien de faire cette espèce d'introspection. Là, puis je pense que c'est autant bénéfique pour soi-même qu'effectivement pour notre entourage et les gens autour de nous. Mais sinon, moi, quand je donne mes conférences, puis je le rappelle souvent dans mes conférences, ce que je dis là, surtout comment effectivement lutter contre la stigmatisation, puis tous ces mécanismes d'exclusion sociale-là, bon, tout ça, en fait, se transpose à d'autres enjeux sociaux, je veux dire. Fait que pour moi, c'est comme n'importe quel enjeu d'exclusion sociale, c'est juste de l'ouverture puis du respect. C'est comme, à partir du moment qu'on pense que tous les êtres humains sont égaux puis ont la même valeur, mais que sois cohérent après dans tes comportements puis dans tes mots, tu sais. Puis pour moi, c'est pour tous les enjeux. Puis moi, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en moi, tu sais, puis bon, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis anarchiste, mais pour moi, tout le monde a la même valeur, tout le monde a les mêmes droits d'égalité. Donc, je ne vois pas pourquoi j'accepterais n'importe quel mécanisme qui vient exclure ou rabaisser quelqu'un, peu importe la raison. Fait que bon, pour moi, le message est un peu universel. C'est comme, traite les personnes grosses avec le même respect que tu traiterais n'importe quelle autre personne, tu sais. Je pense qu'en tant qu'allié, on peut aussi, en tant que témoin, quand on voit des comportements qui sont problématiques, je pense qu'on peut faire ce travail-là d'éduquer. Parce que nous, des fois, je pense qu'on est peut-être un peu épuisé de le faire, tanné de le faire gratuitement. Donc, je pense que ce travail-là peut être fait par les alliés aussi, de ne pas laisser passer ces petits commentaires-là, puis de participer à cette réflexion sociale sur la façon dont on aborde le poids. Mmh. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. Je pense que il y a vraiment une question de justice et de dignité en fait dans toute cette question-là de sensibiliser à la grossophobie. Et c'est intéressant parce que moi, c'est vraiment dans le cadre de mon travail que j'ai commencé à être sensibilisée à toutes ces notions-là. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement accepté dans la société. Parfois, je regarde des films que j'avais vus il y a beaucoup plus longtemps et puis je me dis, waouh, ça a vraiment pas d'allure, en fait. C'est vraiment incroyable, mais c'est vraiment à travers, encore une fois, le travail, les rencontres, les discussions, qu'au final, tous ces préjugés grossophobes-là me sont apparus et puis depuis que je les vois, j'arrive plus à ne plus le voir, ce qui est une excellente chose. Et donc, je pense qu'en tant qu'allié aussi, il faut donc de l'humilité. Reconnaître aussi qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et aller parler aux personnes qui peuvent nous montrer ce qu'on ne voit pas, s'informer, se taire aussi souvent en effet pour laisser parler les personnes concernées. Et je sais, nous vraiment dans le cadre de notre travail à l'Association pour la santé publique du Québec, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de créer un groupe de travail autour de ces questions-là. Dans ce groupe de travail, au début, on a vraiment essayé de mettre des personnes avec des points de vue extrêmement différents parce que on s'est dit aussi qu'il faudrait qu'il y ait un consensus qui se crée autour de la manière d'aborder le poids dans notre société et que c'est normal que les gens partent d'ailleurs, mais il faudrait qu'on puisse arriver à un endroit commun qui est aussi le fait d'adopter des communications qui sont saines, inclusives à l'égard du poids. Et c'est un travail qui a été fait justement sur plusieurs années, qui nous a permis aussi de voir comment est-ce que déjà les valeurs, l'expérience de vie que chacun a, comment déjà ça peut influencer en fait sa perception de toutes ces notions de grossophobie, comment aussi on peut faire attention au langage que l'on utilise, aux images que l'on met en avant, aux messages que l'on porte pour vraiment déconstruire en fait et ne plus avoir ces préjugés grossophobes-là. Donc vraiment en tant qu'allié, moi je pense que c'est ce travail-là qu'on peut emmener. Faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on montre, faire attention à comment est-ce qu'on le dit, s'informer, partager et puis soutenir. Vraiment.
Je pense que j'ajouterais aussi reconnaître qu'on a tous de la grossophobie internalisée, qu'on doit tous la travailler, on ne passe pas à côté, c'est même les professionnels de la santé. Donc, je pense que c'était une étape très importante qui demande beaucoup d'humilité, mais qui est nécessaire. Avez-vous des conseils pour les écoles, les employeurs, les professionnels de la santé, la société en général? Oui, beaucoup. beaucoup. Oui, exactement. Déjà, au niveau de l'école, je pense que c'est très important de donner les mêmes chances à tous les élèves, peu importe leur poids. Et aussi d'être conscient. Je pense que c'est là aussi où les enseignants, c'est vrai qu'ils ont beaucoup sur leur table, mais ils peuvent être des alliés parce que parfois, ils vont être témoins d'actes grossophobes envers d'autres écoles, envers d'autres élèves. Et il faut intervenir, en fait. À chaque fois que c'est possible, c'est vrai que souvent, on a un peu peur, on ne sait pas vers qui on doit aller d'abord, comment le faire, mais autant que possible, il faut essayer d'intervenir pour encore une fois s'assurer que tous les élèves, peu importe leur poids, aient les mêmes chances. Donc déjà, l'école. Au travail, c'est important vraiment de construire des espaces ergonomiques et ne pas avoir honte de demander en fait à la personne grosse qu'on voit, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Si jamais on ne se sent pas à l'aise de le faire de cette manière-là, par exemple, lorsqu'on a un nouvel employé, on peut faire passer un formulaire et à ce moment-là, donc demander à la personne est-ce qu'il y a des changements qu'elle aimerait voir être amenés dans son espace de travail. Donc il y a vraiment plusieurs manières. Dans le milieu médical aussi, c'est important de prodiguer des soins de qualité aux personnes sans se baser d'abord sur leur poids. Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'une personne grosse va venir consulter, automatiquement, le professionnel de santé, parce que aussi il a toutes ces années d'expérience où le poids est toujours le facteur de risque qu'on met dans son esprit, donc il va peut-être se concentrer sur ça, mais je pense qu'il y a un effort à faire. Ça fait partie aussi de la formation continue qu'on a en tant que professionnel de santé, de s'informer et puis surtout de changer ses attitudes et ses comportements-là à chaque fois qu'on peut le faire. Et dans tous les autres milieux de vie, tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les équipements sportifs, le mobilier urbain, les communications, moi je reviens vraiment sur cet aspect-là de communication. Et puis justement, on a fait sortir une trousse récemment pour aider les gens à avoir des communications saines parce que ce qu'on dit est très important. Comment on va le dire, qu'est-ce qu'on va montrer, ça a un gros impact sur les personnes en face de nous, que ce soit de manière individuelle ou vraiment à l'échelle de la population. Et donc, je pense que c'est aussi important de faire cet effort-là déjà. À l'échelle individuelle, on parlerait d'introspection. Je pense qu'à l'échelle aussi des organismes, il y a cette nécessité-là qu'il faut être fait. Donc, ça fait partie, c'est pas une liste exhaustive, mais je vais m'arrêter là. Moi, je vais juste résumer. Devant vous, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas juste un code permanent du ministère de l'Éducation, ce n'est pas juste un numéro d'assurance sociale. C'est des êtres humains, donc traiter les gens avec dignité, je pense que c'est la base. Puis c'est plate, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il faut comme dire, traite la personne comme tu te traiterais toi-même ou comme tu voudrais qu'on traite ton enfant ou ta mère, mais c'est comme... je trouve ça poche qu'on doive comme faire ces comparaisons-là, comme si t'es pas capable par toi-même de réaliser que c'est un être humain qui mérite la dignité, mais bref, je sais pas, pour moi, il y a une espèce de message universel qui est assez simple, puis après ça, adapte-le selon les situations, tu sais, du contexte, mais voilà, traiter les gens comme des êtres humains. Là. Oui, je pense que vous avez très bien résumé, mais je pense que tous les milieux, que ce soit les médias, que ce soit le milieu de la santé, peu importe, en fait, faut se questionner sur nos pratiques puis sur l'impact de nos pratiques sur les groupes marginalisés. On parle beaucoup d'équité, diversité, inclusion en ce moment. On est dans cette... Donc, je pense que c'est important que on prenne cette responsabilité-là d'être inclusif des différents groupes qui sont marginalisés et donc de s'assurer que notre environnement est inclusif, que nos pratiques sont inclusives, qu'elles ne participent pas à stigmatiser certains groupes là, de la population. Donc, oui, voilà, je pense qu'il faut se responsabiliser. Je pense que c'est la première chose. Oui, prendre conscience de, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Exact. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer? Ça, parce que des fois, c'est facile aussi de prendre un exemple de mon milieu, les médias. Des fois, j'ai déjà eu des discussions, parce que je l'ai reproché dans un livre, mais j'ai eu des discussions avec des patrons de salles de presse, puis qui me disaient oui, mais moi, je veux bien engager des personnes des minorités, mais je ne reçois pas de CV de gens qui viennent des minorités. Mais pourquoi, selon toi? N'est-ce pas justement le signe d'un racisme systémique, tu sais? C'est comme, OK, qu'est-ce que les médias pourraient faire pour changer ça?
parler de racisme systémique, dénoncer les situations de racisme systémique, je veux dire, expliquer c'est quoi, puis peut-être qu'à ce moment-là, il va en avoir moins dans les écoles, puis s'il y en a moins dans les écoles, ben peut-être on aura plus de CV, puis on va réussir à avoir des salles beaucoup plus plurielles à ce moment-là. Puis là, je parle de racisme, mais c'est la même chose dès qu'on parle des communautés queer, dès qu'on parle, je veux dire, donc, je pense qu'on a tous une portée. On peut agir jusqu'à une certaine portée. La question, c'est de se poser, OK, qu'est-ce que moi, dans les actions que je peux faire, je peux agir justement pour essayer de faire mieux, de contribuer, puis moi, j'arrive toujours à le faire changer le monde, parce que c'est quelque chose que je veux faire dans la vie, mais tu sais, des fois, changer le monde, c'est juste une personne à la fois, là. C'est pas nécessairement changer la société en claquement de doigts, tu sais, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Ouais, et puis surtout se rendre compte que même le plus petit pas possible, c'est l'effort. C'est un pas. Exactement, c'est un pas, tout simplement. Si on regarde plus au niveau individuel, est-ce que vous auriez des trucs à donner pour les gens, pour les aider à apprendre à faire la paix avec leur corps? Mais moi, je reviens avec s'exposer toujours à la diversité le plus possible. Moi, une des choses qui m'a... un des points tournants qu'il y a eu, là, je dirais, dans ma vie, qui a fait que je me suis intéressée à la question de la grossophobie. J'ai toujours été grosse. J'étais une enfant grosse. Mais j'ai toujours été préoccupée par les questions de discrimination, de justice sociale, l'homophobie, la transphobie. Pas que je sois une alliée parfaite, mais tout de même. Mais ça m'a pris énormément de temps à accepter, à me mettre en contact avec mes propres vulnérabilités, à me défendre pour moi-même. J'avais plus de facilité à défendre les autres. Puis, mais il y a eu des moments charnières, en fait, qui ont fait que j'y suis arrivée. Puis, je me rappelle quand il y a eu plusieurs moments, là, mais je pense souvent à un particulier. Quand j'avais la mi-vingtaine, au début vingtaine, je suis allée à un spectacle du Comité femmes de l'Union des artistes où il y avait Debbie Lynch White qui faisait une performance, un extrait d'un spectacle de Dave Saint-Pierre. Dave Saint-Pierre qui fait des spectacles de danse où il y a de la nudité, notamment. Là, il fait peut-être pas juste ça. J'avoue que je connais pas. Je connais pas l'ensemble de son travail, mais donc elle a offert un extrait, donc c'est une petite pièce mal éclairée, là, pas comme pas comme un spectacle dans une grande salle. Elle était là, j'étais probablement première, deuxième rangée, et je la vois danser complètement nue. Et je me suis mise à pleurer tout le long du spectacle. J'essuyais mes larmes. Je voyais plus, en fait, le spectacle. Je faisais vraiment juste pleurer. Puis je me questionnais à savoir pourquoi j'ai eu une réaction aussi forte. Puis je me suis rendu compte, avec le recul, que c'est parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais été exposée à une représentation entièrement positive d'un corps gros, d'un corps comme le mien, sans qu'on cherche à le cacher, sans qu'on cherche à questionner sa santé, ce qu'on fait toujours, sans qu'on cherche à le fétichiser aussi, donc ailleurs que dans la catégorie Big Beautiful Woman d'un site pornographique, là. Donc c'était une des premières fois, puis ça m'a permis de prendre la mesure de tout du poids, en fait, de toutes les blessures que j'ai eues, tu sais, pour en arriver à une réaction aussi forte. Et donc, cette représentation-là, positive, pour moi, a été un moment vraiment important qui m'a emmenée à lire davantage sur la grossophobie, bon, là, par la suite, je m'y suis intéressée de façon plus académique, là. Je suis dans le domaine des sciences sociales, mais voilà, c'est cette représentation-là. Ça fait partie, en fait, cette représentation-là fait partie de ce qui m'a aidé à me construire une image positive de moi-même, puis à justement être capable de militer, puis de prendre ma place, puis etc. Fait que, ouais, je reviendrai toujours avec la représentation, je pense. Oui, puis de s'exposer, comme tu disais déjà tantôt, d'aller voir, tu sais, justement, de soit en s'abonnant à des comptes sur Instagram ou s'exposer puis aller voir. Puis, tu sais, moi-même, je pense que j'ai quand même toujours eu une assurance pour tous les types de corps. Si je me fie aux personnes à qui je suis tombé en amour dans ma vie, il n'y a pas un corps de type typique, là, ça a toujours varié, mais même malgré ça, moi-même, en m'exposant, je me suis rendu compte, OK, ma palette de ce que je trouve beau s'est élargie. À force de quand même m'exposer, puis je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que ma palette se soit élargie, tu sais. Mais en plus de tout ça, je pense qu'il faut quand même le dire, faut y aller à son rythme, faut accepter, puis je pense qu'il faut être conscient ou consciente que ça veut pas dire qu'à tous les jours, à chaque fois qu'on s'est regardé dans le miroir, on va se dire beau bébé. Je veux dire, c'est correct, là, ça se peut que dans la journée, on se trouve
pas très beau, on se trouve moche. Ça se peut qu'il y a des journées, ça aille moins bien, qu'on ait moins confiance. C'est correct, là, je veux dire. Le but, c'est pas tous les jours de se penser comme... je sais pas, comme un mannequin, puis tu sais, c'est correct, je pense qu'il y a des cycles là-dedans, puis des fois, on sait pas, des fois, on pense qu'il y a quelque chose qu'on a réglé il y a 20 ans, puis il y a un événement, quelque chose, qui pouf, ça y est, la cicatrice rouvre, tu sais. Fait que je pense qu'il faut accepter ça, que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on atteint, que c'est fait. Non, c'est une espèce linéaire, ça. C'est ça, c'est un travail en continu qui va avoir des hauts et des bas, tu sais. Vraiment, c'est le chemin de toute une vie, vraiment. Et vraiment. Puis, c'est vrai. Et puis, je pense que surtout, comme tu l'as dit, même si aujourd'hui on s'aime pas, même si après-demain on s'aime pas, c'est correct. Je pense que le plus important, et puis c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir ce regard-là extérieur sur notre propre vie, mais peu importe les bas et les hauts, je pense que le portrait, si on le regarde de l'extérieur, il n'est pas si moche que ça, en fait. Il peut quand même être très beau. Donc, peut-être garder ça en tête. C'est vrai que c'est pas évident. La vie nous réserve tellement de surprises, de choses inattendues que c'est normal que parfois on titube et même qu'on tombe, en fait. Et, mais tout ça pour dire encore une fois que c'est le chemin de toute une vie, et puis il y a plein de choses inattendues qui vont nous arriver, mais on va continuer à faire de notre mieux pour vivre la vie comme on le souhaite. Oui, puis souvent, moi je le dis, l'idéal, c'est une espèce de cap, mais d'habitude, on l'atteint pas. Une espèce de cap, c'est la direction que je prends, puis voilà. Malgré, même si on tombe, on titube, puis tout, puis on zigzague, puis c'est correct, tant qu'on garde une espèce de cap de cet idéal-là de « OK, tu sais, je travaille vers le fait de... Puis là, tu sais, moi, quand je dis de s'aimer, c'est pas nécessairement de se célébrer, là. Pour moi, c'est juste... Tu sais, pour moi, une de mes grandes victoires de ma vie, c'est d'arrêter de m'haïr. C'est comme... Ça veut pas dire qu'à tous les jours, je suis en train de dire « Mon Dieu, je suis la meilleure personne au monde ». Non, mais juste le fait « Hey, j'ai arrêté de m'haïr, puis j'ai arrêté de me dire que je vaux rien ». Hey, pour moi, là, c'est déjà le jour et la nuit, là, par rapport à presque toute ma vie, peut-être, en tout cas, enfin, une très bonne partie de ma vie, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, cette espèce de... c'est un cap, puis on y va comme on est capable d'y aller, tu sais. Il n'y a pas de perfection à atteindre. C'est un phénomène que je vois de plus en plus, mais non, il faut tous trouver sa propre place dans le cheminement, je pense. Oui, plus une paix, en fait, qu'il faut trouver. Ouais, j'aime beaucoup le terme de paix, parce que ça revient aussi à peut-être accepter ces changements et puis trouver un certain équilibre, justement. Donc, je pense que c'est aussi ça qui rend la vie aussi intéressante. Mais peut-être que là, on va aller dans des discussions philosophiques. Mais... Oui, on fait l'autre épisode. Oui, quand tu veux. Puis si on revient justement à quelque chose de très concret, on parle de ressources, justement pour des gens qui auraient envie de s'informer davantage sur la grossophobie, de cheminer personnellement ou professionnellement ou comme employeur. Est-ce que vous avez des ressources que vous aimeriez proposer aux gens? Groupe Équilibre. Non, mais ben, je vais plugger quand même, je suis vice-président d'Arrimage, fait que je vais quand même me plugger l'organisme Arrimage qui est basé à Sherbrooke, mais qui agit quand même d'un point de vue partout au Québec, là, d'un point de vue national. Mais sinon, bon, j'ai un peu prêché pour ma paroisse, encore une fois, finalement. Bon, j'ai écrit un livre, mais je veux dire, il y a plein de livres qui ont été écrits sur le sujet, puis ça aide soit à comprendre, à sensibiliser, à s'ouvrir. Fait que lire au moins un livre sur le sujet. Il y en a maintenant plusieurs, puis je suis content de le dire, parce qu'au moment où je l'écrivais, moi, mon livre, il n'avait pas. Fait que là, il y en a plein, fait qu'il y a un choix. Fait que, voilà, lire, déjà, ça serait déjà... Mais je vais laisser les autres en nommer d'autres, là, mais lisez un des livres qui existent sur le sujet. Mais je suis d'accord, on a des belles ressources au Québec quand même, qu'on pense au livre de Michael, à celui de Gabrielle Lézacollard, à son travail en entier d'ailleurs. Là. Gabrielle, c'était quand même une précurseur. À Édith Bernier, qui d'ailleurs a fait un travail là, pour essayer de faire reconnaître le poids comme parce que le poids ne fait pas partie des motifs interdits de discrimination dans les chartes québécoises et canadiennes. Mais donc, il y a, c'est ça, plusieurs auteurs, autrices qui s'intéressent à la question. Donc, je pense que c'est des bonnes lectures à faire. Puis bon, évidemment, il y a des organismes qui font un bon travail aussi. Voilà. Je vais prêcher pour ma paroisse aussi. Donc, à l'Association pour la santé publique du Québec, on vient de faire sortir une trousse. C'est une trousse pour des communications saines à l'égard du poids. Et c'est vraiment, en fait, le fruit de la concertation qu'on a eue avec plusieurs parties prenantes ces dernières années-là. Et en fait, c'est 4 outils. Cette trousse comprend 4 outils. Le premier, ce sont des messages clés pour aider les gens à communiquer sainement autour du poids. On a aussi un lexique qui explique un peu comment utiliser certains termes, pourquoi en éviter d'autres. On a aussi un guide au niveau du visuel qui soutient un peu
parce que on est d'accord avec le fait que les images peuvent être très, très problématiques dans les médias. Donc, le guide sert vraiment à permettre aux gens, en fait, de sélectionner un visuel qui va être non stigmatisant. Et on a un dernier outil qui, lui, est un peu particulier parce qu'en fait, il représente un peu des profils de personnes grosses qui peuvent être vulnérables au message, justement, que l'on a par rapport au poids. C'est un outil qui sert plutôt à mieux comprendre la réalité des personnes à qui on s'adresse pour pouvoir après justement adapter nos communications. Donc c'est quelque chose qui se trouve sur le site de l'Association pour la santé publique du Québec. Et puis on a aussi fait sortir il y a quelques années une fiche sur la grossophobie pour expliquer vraiment en détail ce que c'est, comment ça se manifeste. Donc c'est des éléments que vous pouvez retrouver en visitant notre site Internet. Bien, merci pour toutes ces ressources-là. C'est déjà terminé, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-France, Michaël et Safietou et Sarah, évidemment, comme d'habitude. C'était vraiment des discussions super intéressantes, puis on aurait pu continuer encore très longtemps. Puis avant de terminer, je voulais vous annoncer aussi une super belle nouvelle. Dans le fond, Sarah s'est jointe à l'équipe d'Équilibre cet été. Oui! Donc, je pense que tu vas être bien occupée dans nos projets, Sarah. Donc, on va te perdre malheureusement comme co-animatrice du balado, mais on va gagner une collègue extraordinaire dans notre équipe. Merci d'avoir participé à notre première saison, qui était un tout nouveau bébé d'Équilibre. Toi, tu avais ton balado déjà, donc t'as fait partager ton expertise d'animation avec nous, puis ça a été vraiment un plaisir pour moi de travailler avec toi. Je suis contente de savoir que ça va se continuer. Plaisir plus que partagé. Plus que partagé. Merci énormément pour le privilège que vous m'avez fait de m'accorder cette confiance-là, de participer à la co-animation du balado. C'est vraiment... j'ai découvert l'équipe formidable que vous êtes. Et depuis le début, je le dis, je veux travailler chez Équilibre un jour dans ma vie. Alors, ce rêve est réalisé ou sera réalisé très, très prochainement. Merci énormément. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce qu'un des objectifs, une de mes missions professionnelles, c'est vraiment de contribuer à changer les standards, finalement, autant au niveau de la minceur, des standards de beauté, de sensibiliser sur les conséquences de la culture des diètes, la culture des régimes, tout ce qui est associé à poids et santé, d'aller déconstruire tout ça. Donc, c'est quelque chose que je sens que je vais pouvoir faire énormément au sein du groupe Équilibre. Donc, merci énormément. Ça fait plaisir. Puis quelque chose que tu faisais déjà super bien. On aimait beaucoup déjà ce que tu faisais aussi. Merci. Donc, si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur tout ce qui touche la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique, vous pouvez vous rendre sur équilibre.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook à Groupe Équilibre et Sarah Normandin, nutritionniste. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale de ce balado. La présentation du balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.